Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Digitalks. Dans ce numéro, nous allons présenter le métier de marketing digital en freelance grâce à notre invité du jour, Ludovic Materne. Ludovic, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc pour débuter cette conférence, Ludovic, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Ludovic Materne, j'ai 27 ans, je suis consultant CRM et marketing automation, si on veut être précis, mais de manière générale, marketing digital. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait une école de commerce, un mélange d'école de commerce et ingénieur, qui s'appelle l'ESTA, École supérieure des technologies et des affaires. Je fais ça pendant 4 ans, et ensuite un master en entrepreneuriat à Paris-Dauphine. Par la suite, j'ai bossé en agence de publicité digitale, en région parisienne, pendant 2 ans. Et je me suis mis à mon compte en 2018 pour accompagner les startups et les moyennes PME sur le CRM et l'automatisation du marketing. Voilà un petit peu pour le parcours. D'accord. Et est-ce que vous pouvez détailler un peu ce que c'est le métier de marketing digital en freelance? Alors c'est un bien grand mot parce que marketing digital, déjà marketing, qu'est-ce que le marketing? On peut mettre plein de choses dedans. Est-ce que c'est du marketing opérationnel, du marketing direct? Est-ce qu'on est spécialisé ou généraliste? Et digital, on rajoute un autre terme derrière. Si on veut dire le marketing digital au sens large, souvent ce qui va venir à l'esprit, c'est soit les réseaux sociaux, tout ce qui va être la partie publicitaire, les moteurs de recherche, également la partie publicitaire, ce qu'on appelle le SIA ou le SEO. Et puis, il y a tout un ensemble de compétences qui gravitent autour de ça. On peut rentrer dans de l'email marketing, on peut faire de l'automatisation, on peut gérer des données. Donc, marketing digital au sens large, c'est un champ de compétences plutôt qu'un métier, même si on va avoir des chargés de marketing digital qui vont coordonner tout ça. Et moi, plus spécifiquement, s'il faut me mettre dans une case, enfin, j'en ai deux. J'ai une case CRM, c'est gestion de la relation client, des données et bases de données. Et j'ai une case automatisation, notamment automatisation du marketing. Et là, ça va être faire en sorte que quand il se passe un événement donné sur un site web, une application, etc., on en déduise un certain nombre d'actions à faire automatiquement pour gagner du temps pour les équipes marketing et commerciales. Voilà en très vulgarisé ce que je mettrais dans cette case-là. D'accord. Et pour nous donner une idée de ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, de projets que vous avez réalisés pour une entreprise? Ouais. Alors, une grosse partie de mes projets se situe dans la mise en place de logiciels de CRM ou d'automatisation. Donc, il y a une partie en amont qui va être de bien définir un cahier des charges, quels sont les besoins de l'entreprise. Donc, ce qui suppose de connaître d'un côté les outils qui existent et ensuite d'avoir une partie expression de besoin. Et pour quelque chose de plus concret, par exemple, j'ai une filiale d'un grand groupe français qui organise régulièrement des événements, que ce soit des conférences, que ce soit des petits meetings, du networking en temps hors Covid. Et à chaque fois qu'il y a l'inscription de quelqu'un à l'un de ces événements, elle souhaite faire en sorte que ces informations remontent dans son système d'infos pour par la suite les inviter à leur newsletter, les inviter à d'autres événements, etc. Et donc, mon travail là-dessus va consister à intégrer l'ensemble des données dans la base de données et à faire en sorte qu'on ne fasse pas ça à la main et qu'on n'envoie pas nos emails un par un aux dizaines de milliers de personnes dont on est en train de parler. Voilà D'accord. quelques, en quelques mots un exemple d'automatisation. Et en parlant d'automatisation et de tous les projets que vous avez pu réaliser, est-ce que vous avez une sorte de liste d'outils à savoir utiliser pour mettre pour votre projet? Alors, je peux vous donner des noms, même si c'est plutôt le type d'outil qui est important. Le plus central, et je pense amené à l'être de plus en plus pour tous les métiers du marketing digital, ça va être un outil de CRM pour Customer Relationship Management. En français, GRC, gestion de la relation client. Et c'est vraiment, pour le vulgariser, c'est la base de données client qui se trouve au centre, là où on va avoir nos adresses email, les numéros de téléphone, l'historique des contacts. Donc, un logiciel de CRM
en premier, un logiciel d'email marketing qui en général va nous permettre d'envoyer des emails, des SMS et d'avoir des scénarios automatisés. Souvent les deux communiquent, le CRM et le logiciel d'email marketing, quand c'est pas le même logiciel. Et pour vous donner des noms, pour être un peu moins théorique, moi j'utilise beaucoup la suite Zoho, Z-O-H-O, avec Zoho CRM, Zoho Campaign, Zoho Marketing Hub, qui sont 3 outils. Et sinon, en grand concurrent, on peut citer HubSpot, Salesforce, ActiveCampaign. Tout ça, ou si on veut être français, Sendinblue, Cocorico, qui sont voilà des logiciels et des outils qui sont assez incontournables. D'accord. Et vous pouvez nous communiquer la place de rémunération en début et en fin de carrière, surtout pour un métier de marketing digital et surtout en freelance? Yes. Alors c'est bien que tu le rappelles. Effectivement, en freelance, c'est une réalité qui est assez différente de quand tu es embauché, quand tu es en CDI, puisque ça va dépendre directement en fait de ta capacité à trouver des clients et à les fidéliser sur le long terme. Donc il faut le prendre avec du recul quand tu parles de ta freelance. On va parler plutôt de chiffre d'affaires que de rémunération. Si je fais un parallèle, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais plutôt dans un rôle commercial et j'étais en rémunération brute, un fixe à 30 000 euros brut annuel. Et avec ma rémunération variable, j'arrivais plutôt du côté des 45 en niveau performance. Si maintenant je fais le parallèle en freelance, comme j'ai plutôt bien joué ma carte par rapport à ça, moi je suis à une rémunération annuelle de 40 000 euros brut. Et ensuite je gère en fonction de mon activité. Là avec le Covid ça va probablement être un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là. Mais tout ça dépend. Quand tu commences en tant que freelance, je pense qu'il faut plutôt revoir ses ambitions à la baisse si c'est notre premier job, puisque en plus de ce que tu fais en tant que consultant en marketing digital, il faut aussi que tu apprennes à être un entrepreneur, faut que tu apprennes à gérer une comptabilité, etc. Et donc tout ça, ça te prend du temps. Et pourquoi avoir décidé de faire ce métier en freelance et pas faire partie d'une entreprise, d'une marque? C'est difficile pour moi de pas répondre par une question, mais sauf si tu me dis que j'ai le droit de te poser des questions, mais bon, je vais faire comme si c'était un non. Pourquoi avoir décidé de le faire en freelance? Pour la liberté. Pour la liberté, je suis très frustré en temps de Covid, comme tout le monde. Donc, je vais pas faire mon Calimero, mais principalement pour la liberté géographique. En fait, tout le monde est en télétravail depuis un an et demi. Moi, j'y suis depuis 3 ans. Je travaille principalement à distance avec mes clients, ce qui m'a permis notamment de travailler depuis l'Asie du Sud-Est pendant un gros trip en Thaïlande, Vietnam, etc. Et d'être vraiment libre de mon temps et de ma géographie. Et donc pour moi, j'étais prêt à avoir un peu moins de sécurité si c'était plus d'aventure. C'était vraiment essentiellement pour ça. D'accord. Et on vient de voir grâce à vous que la rémunération pouvait changer selon l'expérience et selon d'être en freelance ou pas. Maintenant, est-ce Ouais. que vous pouvez nous dire quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages de mon métier, je vais distinguer deux choses. Il y a le métier en tant que tel, et après il y a le fait de le faire en freelance. Quand t'es dans une entreprise, t'as pas forcément les mêmes contraintes. Donc le métier en tant que tel, les avantages, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de nouveautés. C'est exposé, enfin c'est directement lié à la technologie marketing et du digital au sens large. Donc pour les gens qui aiment beaucoup la nouveauté, les gens qui s'ennuient vite, pour les gens qui ont un côté attiré par la tech, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est génial parce que il y en a tout le temps. C'est quasiment impossible de tout connaître. Enfin, c'est impossible de se tenir complètement à jour. Donc beaucoup d'infos et beaucoup de nouveautés, très stimulant. Et il y a un côté un peu sexy aussi des GAFAM notamment. Hein, si on se dit ok, Google, Facebook, ils font des trucs incroyables. Donc jouer avec ce genre d'outils
parce que c'est des multinationales qui ont des milliards pour les développer. Forcément, ils sont agréables à utiliser, ils sont super puissants et enfin, c'est assez gratifiant de prime abord dans les avantages. Et dans les avantages du freelance, ben la liberté, il y a le côté aussi un peu entrepreneur. Donc il y a une partie développement personnel et ego aussi qui est gratifiante quand on commence notamment. Après dans les inconvénients, ben c'est un peu les mêmes. Euh, pour le métier, ça bouge très très vite. Il y a pas mal de choses qui sont soumises aussi à une automatisation, une digitalisation au sens ça va être remplacé par de l'intelligence artificielle. Donc pas mal de concurrence interne, etc. Et puis c'est difficile d'être toujours à jour, ça demande beaucoup de temps d'auto-formation. Et pour les inconvénients du freelance, ben, il y en a plein. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, ou il y en a moins. Des fois, on se retrouve face à soi-même, ou des fois, on se retrouve avec des clients qui ne payent pas. Plein de petits problèmes d'entrepreneurs qui sont intrinsèquement liés au statut plutôt qu'au métier. D'accord. Et quel type de problème avez-vous eu en freelance, par exemple, si vous pouvez un peu détailler? Ben, j'ai en train de me dire quel problème j'ai pas eu. Non, ben des clients qui payent pas ou des clients qui j'ai eu un client qui me devait plusieurs milliers d'euros qui ne m'a plus donné signe de vie pendant plusieurs mois. Et voilà, moi je les ai anticipés dès le début. Comme je t'ai dit, j'ai fait un master en entrepreneuriat et c'était plutôt axé sur de la gestion d'entreprise plutôt un peu plus grande qu'un indépendant. Donc j'étais dimensionné dès le début pour être bien organisé, mais c'est vrai que tu le prends personnellement, tu te dis bah ouais mais c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai bossé avec lui pendant un an et il décide de pas me payer et de plus me donner de nouvelles. Alors d'une part il y a l'aspect financier, puis après il y a l'aspect confiance en soi, personnel, etc. Donc voilà des impayés ou des clients difficiles qui changent 4-5 fois le cahier des charges alors que c'était stipulé dès le départ que c'était fixe. C'est de la négociation, quoi. Et en parlant de clients, comment avez-vous trouvé une bonne liste de clients fidèles, entre guillemets? Alors, je suis un cas, je vais pas dire un cas particulier parmi les freelances, mais je m'estime plutôt privilégié. Alors, j'ai deux sources d'acquisition de nouveaux clients. La première à 70-80%, enfin ça change un peu selon les années, c'est les plateformes de freelance. Pour en citer quelques-unes, il y a Malte, Crème de la Crème, à l'époque ToodUp, il y a aussi Coworkies, qui sont des sites internet sur lesquels finalement c'est un peu un moteur de recherche de freelance. Et le modèle économique de ces sites, c'est que y avoir un profil, être présent, c'est gratuit. Être mis en relation, c'est gratuit. Et si on signe un contrat via ces sites-là, il y a une commission qui est payée au site et qui est indexée sur le chiffre d'affaires. Et donc 80% de mes nouveaux clients, j'ai absolument rien fait pour les obtenir. J'ai simplement créé un profil sur ces sites et répondu aux demandes. Et les 20% qui restent, 20-30% qui restent, c'est mon réseau. Comme je fais du travail de qualité, en tout cas j'essaie de le faire, les gens me recommandent pas mal via LinkedIn. Et j'ai un client en particulier qui parle de moi à tout le monde à Nantes. Et donc j'ai chopé 3-4 clients nantais grâce à lui. Si tu m'entends Thierry, merci, tu es un saint. Merci beaucoup. Et sinon, Voilà. comment voyez-vous votre métier en freelance dans 5 ou 10 ans? Pensez-vous continuer en freelance ou après revenir dans une entreprise? Alors, c'est vrai qu'en période de Covid, c'est difficile de se projeter aussi loin, sachant que on va peut-être en avoir d'autres après, mais c'est un autre sujet. Comment je me projette? Là, je suis en train de grandir un peu mon activité. J'ai pris des stagiaires depuis 3 mois et je suis en train de monter une mini agence enfin, une mini agence, une agence de marketing digital. Donc, envoyer des candidatures. Euh, voilà, donc je le fais grandir et dans 5 ans, c'est à voir, c'est vraiment à voir. Pour moi, il y a cette activité que je trouve intéressante. Après, j'ai aussi besoin de me recentrer sur quelque chose qui soit un peu plus en phase avec mes convictions personnelles sur l'état du monde aujourd'hui, qui va pas ultra bien. On l'a tous compris. Donc c'est un cheminement.
il y a des chances qu'il y ait de la création d'entreprises plutôt axée écologie et transition comment environnementale. Mais sinon, comment je vois l'évolution du freelance en tant que tel, ben, embaucher une équipe et être moins dans l'opérationnel et plus dans la stratégie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre agence? Mon agence, Ouais. je peux même pas te renvoyer vers un site internet, il est pas encore live. Ça s'appelle Déclic, Déclic Marketing, parce que Déclic à la fois le rappel de l'aspect digital et des clics en deux mots, et Déclic parce que c'est une agence que je veux vraiment au service de mes convictions, et donc j'aimerais que Déclic ce soit l'agence des acteurs du changement, que ce soit des ONG, des entreprises de l'économie solidaire et sociale, et des acteurs qui vont être dans la green tech par exemple. Et ce qu'elle proposera, c'est des services de CRM, marketing automation, que ce soit en formation ou en conseil directement. D'accord, je vois. Et comme presque tous les métiers évoluent plus ou moins rapidement et plus ou moins positivement, donc selon vous, quelles seront les futures tendances et les futurs challenges du marketing digital? Alors il y en a plusieurs. Il y a les tendances qui sont directement liées à la technologie. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, donc tout ce qu'on peut parler sur notamment le machine learning, qui fait que voilà, tous les outils se dotent maintenant de fonctionnalités de prédiction sur la base des données qui se trouvent à l'intérieur. Donc, que ce soit vous avez une grosse base de données avec énormément de clients et de contacts clients, vous allez avoir une intelligence artificielle qui les scanne et qui vous fait des recommandations, soit ce que vous devriez faire, soit quelque chose d'anormal par rapport aux standards. Donc ça, c'est en train de beaucoup arriver. Et il y a beaucoup de professionnels qui savent pas du tout gérer cet aspect-là. Alors c'est plutôt du côté logiciel pour l'instant, c'est-à-dire que c'est la boîte, enfin c'est le logiciel qui prend la complexité et qui essaie de simplifier la vie des utilisateurs. On l'a vu beaucoup dans Google Ads, la solution publicitaire de Google, qui il y a 5 ans c'était entièrement, on va dire, manuel, et maintenant il y a une grosse partie qui est automatique, et Google de dire au garagiste ou au boulanger du coin, vas-y crée ton compte Google Ads, tu peux gérer tout seul. Sous-entendu, ça va supprimer des métiers, et ceux qui vont rester vont être plus spécialisés parce qu'au lieu de se servir de l'outil, il faudra qu'ils soient capables de le paramétrer, ou en tout cas de rentrer dans des fonctionnalités avancées. Donc voilà, technologie, machine learning, intelligence artificielle, je dirais. Ensuite, moi je vois beaucoup une tendance autour de la centralisation, d'avoir de plus en plus d'applications qui se regroupent en un ou deux gros acteurs. Je vous parlais de la suite Zoho que j'utilise beaucoup. Zoho, c'est une application à la base, enfin une suite d'applications indiennes avec un siège aux États-Unis, et ils ont une quarantaine d'applications métiers qui vont du CRM à la signature électronique, la messagerie, etc. Et l'avantage, c'est que ça fait toute partie de la même entreprise et que les données circulent de l'une à l'autre. Et donc, je pense qu'on aura de plus en plus d'outils comme celui-ci et qu'il faudra adapter les entreprises en fonction. Voilà. Et sinon, il y a une autre tendance, mais qui est plus de fond. Je pense qu'il y a une tendance à la recherche de sens. Hein, on est dans la plus grosse crise que l'humanité ait connue, avec la disparition de 60% du vivant actuellement, c'est fait. Et donc je vois mal comment le marketing digital pourrait continuer à dire ouais, tout va bien, c'est super, c'est joli, sans prendre en compte le fait que la Terre est en train de cramer et qu'il faut faire un truc. Donc c'est pas lié au marketing, mais ça va impacter tout le monde. D'accord. Et au niveau du marketing digital, en ce moment, est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies vont plutôt vous impacter positivement ou plutôt négativement? Moi personnellement, je pense positivement parce que je suis à l'interface de plusieurs choses. Je suis entre les équipes marketing, entre les équipes commerciales et entre les équipes IT, informatique.
de par mon activité centrée sur le CRM et le marketing automation. Quelqu'un qui fait du community management, je suis pas sûr que ce soit la même réalité, parce que comme on simplifie beaucoup de choses dans le digital, on a toujours besoin de personnel, mais si ce personnel n'a pas une certaine spécialisation, s'il n'a pas 2 ou 3 casquettes, il perd en valeur parce que les outils sont plus simples et donc il est plus facilement remplaçable. Donc pour toutes ces personnes qui ont moins de valeur ajoutée parce que l'outil leur en enlève, là c'est plus compliqué pour elles. Elles ont 2 solutions. Elles ont une solution principale, c'est celle de continuer à se former et éventuellement d'aller se former dans un domaine qui est connexe mais qui est pas la même chose. Par exemple, avoir des compétences un peu plus en développement web ou avoir une bonne compréhension du code mais plutôt back-end. Ça va permettre, si on a des compétences à la fois en marketing et en data science, ce genre de choses, là, comme on est à l'interface d'un truc qui est difficilement automatisable, on est beaucoup moins remplaçable, on a beaucoup plus de valeur. Et moi, je me situe dans ce cas-là. Du coup, pour moi, le cas est plutôt favorable. D'accord. Et en parlant de valeur en parlant de valeur, etc., est-ce que, puisque ce métier va potentiellement plaire à d'autres personnes, que conseilleriez-vous à quelqu'un qui souhaite exercer le même métier que vous? Je vais donner 2-3 conseils basiques. Speak English. If you don't like it, watch Netflix or whatever you want to do, but speak English and it's going to be very, very useful to you. L'anglais, je vois pas mal de gens qui sont un peu réfractaires à l'anglais. Je le dis dans les cours, mais pour se tenir à jour, il y a des très bonnes ressources françaises, mais ce sera jamais mieux que de le prendre directement à la source. Donc l'anglais, c'est relativement facile de se reformer et ça va vraiment avoir un impact. Un autre effet de levier, et ça je le vois notamment dans les cours que je donne à Paris 8, à chaque fois que je mentionne des statistiques, je vois des yeux immenses s'ouvrir en mode j'ai peur des maths, je vais faire une crise. Il y a aussi des outils qui permettent simplement de se reformer sur la partie statistique probabilité. Et c'est bête à dire, mais si on veut faire du marketing digital sans faire des statistiques, on se retrouve dans le cas que je vous disais où concrètement on perd de la valeur ajoutée parce que on peut pas faire d'analyse, on peut pas faire de lien avec la data. Et donc on est entre guillemets, et c'est pas péjoratif, on est plutôt dans de l'intuition et de l'esthétisme que dans de la prise de décision basée sur des données, ce qui est vraiment la tendance aujourd'hui de ça. Donc pour faire court, anglais et maths, ça c'est des trucs vraiment basiques. Et après, si on rentre dans une bonne façon de gérer de la data, c'est une vraie valeur ajoutée. Je vois beaucoup de professionnels qui sont très bons sur le fond ou sur la forme, mais qui ont du mal à faire le lien avec c'est quoi les données, c'est quoi un fichier Excel. Pareil, Excel. Faites quelques cours en Excel. Ça va vous aider vraiment. Et puisque vous avez une bonne expérience dans ce domaine et qu'en plus de cela, vous êtes consultant, vous devez sûrement connaître les plus de compétences un peu plus poussées dans le marketing digital. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite liste de compétences un peu plus poussées dans le marketing digital? Ouais, principalement sur ça. Ok, alors si vous voulez aller plus loin, il y en a beaucoup, mais en soi, je dirais l'automatisation. Au sens large, il y a des plateformes géniales comme Zapier ou Zooflow ou Automate.io. Et l'objectif de ces sites-là, c'est d'intervenir comme des intermédiaires. C'est-à-dire, on vient connecter 2 applications qui normalement ne se parlent pas. Je dis n'importe quoi, on va connecter un Google Agenda avec une application de prise de notes. Et on va dire, OK, à chaque fois que je crée un événement sur mon agenda, crée la note associée, mets-moi la date et mets-moi le nom de l'événement. Et une fois que je modifie la note, rajoute-la dans Google Agenda. Bref, je vous simplifie la vie, mais ce genre d'outils sont très simples d'accès. Ils sont très faciles à utiliser et si on les maîtrise, ça donne un champ de possibilités qui est vraiment
énorme. Et je constate encore que beaucoup de professionnels du marketing, notamment peut-être des gens qui ont, allez, on va dire 10, 15, 20 ans de plus que moi, sont encore soit réfractaires, soit pas au courant que ça existe. Et en soi, ils pourraient tout à fait s'en servir. Donc, automatisation, et notamment automatisation marketing. Ça, c'est une compétence à rajouter, je pense, dans les CV marketing. Pour ceux qui vont avoir un rôle plutôt axé sur les ventes ou sur la génération de nouveaux prospects, publicité digitale. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent de faire de la publicité. On a parlé des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Je pense que c'est assez élémentaire maintenant de savoir comment fonctionnent ces plateformes, comment fonctionnent ces plateformes, et de s'en servir soi-même. Et je fais un aparté complètement. Ça, c'est un message à destination de tous ceux et celles qui souhaitent se former sur le marketing digital. Tester les logiciels. Il y a toujours une version d'essai gratuit, quasiment, dans 95% des cas. N'attendez pas d'être dans l'entreprise qui se sert de ce logiciel pour s'en servir. Vous postulez ou vous vous renseignez sur un domaine. Demandez quel logiciel ils utilisent, essayez de le trouver via leur site, via leurs offres, et testez-les avant. Faites une version d'essai gratuit, vous allez avoir un environnement avec des fausses données, mais qui vous permettent déjà de faire des vrais tests, et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus serein, et vous gagnerez en productivité. Et si c'est un réflexe que à chaque fois que vous êtes en train de faire un benchmark, de chercher un outil pour votre besoin, vous y allez, vous le testez et que vous montez en compétence, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la logique, ça va être un réflexe, vous en aurez plus peur et vous allez gagner énormément en valeur. Donc testez les logiciels, vraiment. D'accord. Et la conférence va toucher à sa fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que vous auriez voulu davantage développer? Quelque chose que j'aurais voulu davantage développer. Oui, je dirais, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous attire dans le marketing digital? C'est un peu bateau de dire ça de ma part, hein, mais c'est un domaine qui est présenté comme sexy. Il y a la technologie, il y a le côté un peu tout le monde a envie de faire ça. Derrière, c'est quoi la réalité? Est-ce que vous avez vraiment est-ce que vous visualisez vraiment ce que ça va vouloir dire en termes de quotidien pour vous? Et notamment probablement de passer votre journée sur un ordinateur, de faire une partie de statistiques, de faire du ciblage, etc. C'est tout de suite moins sexy. Et quelle est la part d'ego aussi dans cette décision? Mais là, je sors complètement de ça. Moi, je sais maintenant a posteriori que simplement parce que je trouvais Google, Facebook super cool, que j'avais envie d'être un petit génie qui maîtrise tout ça. Passer cet aspect, c'est bien, ça va être fun. Est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle? Voilà. Et ensuite, il y a une question de fond, c'est qu'est-ce qui est en lien avec vos valeurs? Il y a des grosses questions sur les données. On a vu notamment cette semaine des fuites de données de Facebook, de LinkedIn, RGPD qui est souvent bafoué, etc. Est-ce que finalement c'est quelque chose avec lequel vous allez être OK quand ça se passe? Sinon, vous avez des façons de réagir, mais ça voudra dire que vous allez dire non à des clients, vous allez dire non à des employeurs. Et il y a un côté éthique que je trouve on ne parle pas assez dans le digital et dans le marketing digital. Et voilà, moi je vous en conjure, gardez votre éthique, ne vendez pas votre âme simplement parce que on peut faire plus d'argent en faisant de la publicité avec des données qui sont volées ou qui sont achetées dans des cas un peu frauduleux. D'accord. Quelle note lourde pour terminer cette conférence. Ouais. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que cette conférence a permis à plusieurs personnes de mieux connaître ce domaine. Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans un nouveau numéro de Digitox.